Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez, c'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec. C'est habituellement des Dominique Gagnon, Marie-Josée Richer, Elisabeth Abatiello, Philippe Lamarre ou Fernel Fleurant. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Éloi Lafontaine-Beaumier, rédacteur en chef de la revue Gestion HEC, qui est notre nouveau partenaire pour la saison 7. En fait, avec la revue, on va se permettre de bouncer, d'échanger des sujets, de creuser en profondeur vraiment qu'est-ce qui habite le quotidien des gens d'affaires et des entrepreneurs. Puis donc, salut Éloi. Salut Étienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre et je serais curieux de savoir en fait, est-ce que tu es un dérangeant dans l'âme? Pourquoi avoir accepté d'être un expert qui dérange dans ton quotidien? Est-ce que tu aimes ça foutre la marde, je veux dire ça dans un bon français? Est-ce que tu es un dérangeant? Bonne question. Dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, ça dépend. Ça dépend à qui on le demande sûrement, mais professionnellement, je dirais pas particulièrement dérangeant, mais ce que j'aimais dans le défi ici, c'est plutôt le fait que nous, on essaie d'éclairer, en toute humilité. C'est pas de déranger, mais de susciter les bonnes questions. D'amener de la lumière sur, dans le fond, des sujets amener un éclairage sur des sujets importants, des sujets de gestion, qui touchent aux ressources humaines, qui touchent au management de manière générale, à l'économie, comme aujourd'hui, on va parler de productivité. Donc, déranger, ben, il faut un peu. C'est ce que je dis à mes équipes aussi. Il faut être, en bon français, un peu edgy. Il faut interpeller. On est dans une période qui brasse à toutes sortes de niveaux. Donc, c'est important de ne pas faire l'économie des bonnes questions. Ben, c'est un très bon point. Puis moi, ce qui m'a agréablement surpris, en fait, depuis qu'on se parle et depuis qu'il y a un rapprochement entre les dérangeants et la revue Gestion HEC, c'est de voir que des ressources, des informations pour aider la communauté d'affaires, il y en existe plein, mais souvent, c'est des secrets bien gardés. On a toujours l'impression qu'il y a certains médias qui ont le monopole, mais c'est complètement faux. Il y a la revue Gestion HEC, en fait, c'est une revue qui a 4 éditions par année, mais des grosses éditions qui vont en profondeur avec des sujets qui sont quand même, je ne vais pas dire niche, parce que la productivité qui est notre sujet d'aujourd'hui est un sujet très large, mais vous creusez ça, je veux dire, c'est une édition qui avec un thème très spécifique et j'aurais tendance à commencer de la question de comment vous faites le choix de ces thématiques-là? Comment est-ce que vous décidez en comité éditorial de dire, là, il me semble que la productivité, c'est un sujet chaud, il faut en parler, il faut que ça soit sur le radar de la communauté d'affaires? Excellente question. Écoute, nous, on a la chance d'être assis sur une mine de contenu. On le dit souvent comme ça, on est dans le monde universitaire. Donc, c'est sûr que ça fait partie de notre ADN. On est un magazine grand public, mais qui est associé à HEC Montréal. Donc, l'une des sources de nos réflexions, puis de ce qui va nous amener à faire des choix de sujets, c'est évidemment les chercheurs, les travaux dans le monde de la recherche, les discussions avec ces experts-là. Mais pas seulement. On fait une veille comme d'autres médias spécialisés. Journalistique, là. Journalistique. Travail, on va s'informer auprès je lis les rapports qui vont sortir des grands groupes de conseils en management, des rapports économiques. Donc, on est branché sur différentes sources d'informations, puis notre travail, c'est de traduire ça à un bon moment donné, de dire là, c'est important de l'aborder. Puis, dans ce cas-ci, j'avais lu un discours d'une gouverneure de la Banque du Canada qui interpellait la communauté d'affaires canadienne, notamment en Nouvelle-Écosse, sur l'importance de la productivité. Et quand j'étais tombé là-dessus, puis de toute façon, je suis beaucoup
ce qui se fait ici au Centre de productivité et de prospérité, le centre de recherche de Robert Gagné. Et là, ça devenait vraiment clair qu'un dossier thématique dans l'une des éditions du magazine trimestriel de gestion, parce qu'on on a 4 éditions, mais on produit du contenu en continu sur le web également là, au cours de l'année. Et donc, ça venait évident à ce moment-là que la question de la productivité, fallait la traiter. Et donc, c'est vraiment une question d'échange, de veille et d'arriver, parce qu'on travaille des éditions longtemps à l'avance. Là, un 116 pages, comme ça, magazine imprimé, on commence à travailler ça 6, 7, 8 mois à l'avance. Donc, pour que ton sujet soit pertinent quand il sort, faut anticiper. C'est vraiment un exercice qui est... Certains disent « Ah, vous avez le temps. » Oui, on a le temps, mais on a le temps de plus être non plus sur le bon timing. Mais généralement, je pense qu'on réussit notre coup. Ben, écoute, rien de tel qu'une bonne pandémie pour souvent changer le focus d'une édition. Ouais. Donc, on en reparlera dans un prochain épisode, comment vous avez vécu ça, mais on l'a dit, la productivité est le sujet de l'heure, en fait, puis c'est le sujet du dossier spécial qui est dans la nouvelle édition de la revue, qui est maintenant disponible depuis le 6 décembre dernier. Et dans ce dossier-là, en fait, qui n'est pas seulement la revue, donc il y a plein d'autres articles, mais c'est un dossier de à peu près une vingtaine de pages, 16 pages, si je me trompe pas, à peu près une dizaine d'articles précis sur le sujet. Moi, je suis tombé sur le cul, en fait, parce que je le savais intérieurement que le Canada et le Québec, on était probablement pas tant hot au niveau de l'échiquier international, mais j'ai vu qu'on était 28e dans la liste de l'OCDE en termes de productivité. J'avoue que je savais pas qu'on était aussi médiocre. Puis, je serais juste curieux toi, de ton côté journalistique, comment tu réagis quand t'as vu ça carrément, commençant le dossier? Non, c'est pas juste un petit problème, c'est un gros problème. Oui, en effet, quand on regarde ça, 28e sur les 32 pays de l'OCDE, c'est pas nécessairement une performance qui est très réjouissante. Il y a des éléments qui expliquent ça, là, au sens d'expliquer, c'est pas pour les justifier, mais qui les expliquent. Mais c'est sûr que on a constaté le défi. Ça faisait un petit bout quand même qu'on suivait le sujet, donc pas autrement surpris, mais c'est clair que là, on a constaté que, et surtout en creusant les causes de ça, le défi qui est associé à ça aussi aujourd'hui, c'est-à-dire de cette performance relative de la productivité qui est quand même qui connaît un déficit, notamment par rapport aux États-Unis, mais par rapport à d'autres pays, des économies avancées. Et donc, oui, on était, quand on a fait le constat, on disait, oui, OK, ça a encore plus justifié la pertinence du sujet et de le creuser et de l'amener à notre lectorat pour que ça suscite des questions, tant à l'échelle que de l'entreprise elle-même, d'un entrepreneur, de dirigeant d'entreprise, d'organisation, que d'un point de vue plus sociétal, c'est-à-dire que la productivité, c'est directement lié à la croissance économique, qui est directement liée à notre niveau de vie. Et la richesse qu'on crée, notamment grâce à un bon niveau de productivité, va nous amener cette richesse et ensuite une capacité à la répartir, cette richesse. Donc, c'est tous les débats de société, par exemple, aujourd'hui, la situation du gouvernement du Québec, les marges de manœuvre financières des gouvernements, c'est lié à la productivité. Donc, c'est un sujet qui est transversal, qui est important pour l'entreprise, mais aussi pour la société là, dans son ensemble. Pour l'économie en général. Puis, dans le fond, tu mets la table parce que, en effet, la productivité est un indicateur, ce qu'on appelle un early indicator, pas un lagging. Donc, si on n'est pas productif, effectivement, ça va avoir des conséquences sur l'économie à venir. Puis, dans les pays qui sont bons premiers, parlons-en, c'est la Belgique. La Belgique, la Suède, qui, en fait, ont carrément, en termes de proportion, 3 fois plus d'investissement en machines, en matériel pour la productivité. Puis, moi, de mon point de vue très humble d'entrepreneur, j'ai pas l'impression que la Belgique et la Suède sont vraiment des pays qui fait mieux vivre que le Canada. Est-ce que, en fait, ma question, c'est plus de dire, est-ce qu'ils sont en train de mettre la table pour nous surpasser ou on le sait juste pas, mais c'est déjà le cas?
Bonne question. Comme tu dis, c'est un indicateur du niveau de vie, du niveau de richesse d'un pays. C'est pas le seul indicateur de ce qu'on pourrait concevoir comme s'il fait bon vivre. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses, c'est ça. C'est un prisme qui nous permet de regarder, comme tu le mentionnais quand même, une capacité au fond, c'est une capacité à générer de la valeur économique par heure travaillée. Là. Si on prend la définition assez classique, c'est ça. Et donc, quand on regarde dans le classement des pays, effectivement, on voit que ces pays-là s'en sortent davantage et notamment, comme tu le dis, par le fait qu'ils ont des niveaux d'investissement importants, associés à de l'innovation, à de l'investissement dans des procédés, automatisation, robotisation. Donc, la question de l'investissement est centrale en productivité. Certains économistes estiment que c'est l'un des facteurs les plus importants du niveau de productivité d'un pays. Et à cet égard-là, le Canada est réellement en queue de peloton, là. L'écart relatif par rapport aux États-Unis a cru là, dans les dernières années, le Québec également. Donc, on s'éloigne d'autres économies comparables, là, comparables avec des guillemets, là, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une singularité, mais par rapport à des économies avancées, l'écart se creuse. Et donc, ça c'est un indicateur. Et depuis plusieurs années, là. Et donc, c'est pour ça que les autorités au niveau d'économistes ou de la Banque du Canada lèvent le drapeau depuis un certain temps pour dire, là, il y a un réel problème. Puis, dans l'édition, dans le fond, de Revue Gestion, vous avez à profit, dans le fond, comme tu le disais, beaucoup de chercheurs de HEC également. Il y a une très belle citation de Manon Poirier, qui est directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines à Gré du Québec, le CRHA, qui dit « L'organisation du travail est un levier important pour optimiser la productivité quand elle permet de travailler sur les processus et de miser sur les activités à valeur ajoutée. » Donc, c'est avant tout de s'organiser, mais ce que moi, j'ai cru comprendre, en fait, ce que j'ai appris, c'est que les politiques publiques actuelles semblent soutenir davantage la création d'emplois plutôt que l'organisation de l'emploi ou l'innovation. Donc, on veut vraiment, on dit, il faut embaucher, il faut une pénurie de main-d'œuvre. Mais là, ce qu'on semble dire, c'est comme, non, t'as une minute, là, avant d'embaucher, puis c'est un discours qui est quand même, je veux pas tomber dans un podcast politique de la chose, mais l'innovation est un moteur à la productivité, qui est un moteur en même temps à, dans le fond, l'organisation du travail. On n'est pas obligé absolument d'embaucher pour être plus productif, si je me trompe pas. Est-ce que j'ai bien compris le message de l'article? Bien, en fait, il y a différents messages dans ce que tu dis là. Donc, effectivement, si on reprend le point de vue de Mme Poirier, ce qu'elle amène est extrêmement important. La façon de s'organiser est un levier de productivité au sein d'une entreprise, quelle que soit la taille. Centrer le travail sur les activités à valeur ajoutée, optimiser les processus. Et là, on parle aussi juste, est-ce que ça prend autant de réunions? Donc, où on met les heures travaillées? Donc, comment on s'organise? Et donc, là aussi, ça touche à un autre élément qui est les compétences des gestionnaires aussi, leur savoir-faire dans la manière d'organiser le travail. Donc, là, il y a une dimension qui est plus difficile le lien entre la productivité et ça est plus difficile à mesurer peut-être, mais c'est quand même un élément qui est compris comme étant un facteur de productivité au sein de l'entreprise et ultimement de la productivité globale et de la bonne prise de décision, des décisions qui prennent la décision d'investissement versus d'autres types de décisions. Donc, l'organisation du travail est importante. La compétence des gestionnaires également est importante. La question, et ça, c'est ce qu'amène Robert Gagné, qui est professeur ici et chercheur en chef du Centre de productivité et prospérité, c'est la question des politiques publiques.
ce que lui... C'est quoi le rôle du gouvernement Exactement. Quel est le rôle du gouvernement? Et la façon qu'il assume ce rôle-là a un effet sur notamment la productivité, le niveau de productivité. C'est-à-dire, lui, son point à Robert Gagnon, c'est de dire on devrait être obsédé par le fait d'encourager une saine concurrence dans l'économie. Parce que c'est par la saine concurrence dans l'économie qu'on va mettre les ressources aux endroits les plus productifs. C'est-à-dire, c'est le principe de réallocation des ressources. C'est-à-dire, les entreprises qui sont moins productives ne devraient pas demeurer en vie, entre guillemets. Et donc, lorsqu'elles vont disparaître, les ressources vont aller vers dans les entreprises qui, elles, sont plus productives. Et donc, on augmente le niveau de productivité globale par cet effet-là de réallocation. Et le problème, ce que lui dit, c'est que la politique industrielle, des politiques publiques au Québec, Canada, mais on parle aussi plus particulièrement du Québec ici, dans ce cas-ci, c'est qu'elles ont davantage visé la création d'emplois, soutenir la création de bons emplois. Je pense qu'on a entendu souvent cette phrase-là, des bons emplois payants. C'était le point de Northvolt, entre autres, c'était de dire on va aller créer des jobs, bonnes jobs à long terme, bien payés, etc. Northvolt, il y a ça effectivement, puis il y a toute l'idée de s'intégrer dans des chaînes de valeur de l'avenir. Donc là, il y a vraiment différentes façons de le prendre, mais effectivement, ça serait, parce que là, sera, on verra, mais effectivement, des emplois bien rémunérés. Donc, soutenir la création d'emplois. Mais il peut y avoir des objectifs politiques d'occupation du territoire où effectivement on va vouloir qu'il y ait des bons emplois dans les régions parce qu'on veut revitaliser ou garder en vie certaines régions. Donc là, ça devient plus complexe à un niveau gouvernemental parce qu'il y a des logiques, des politiques économiques qui se croisent. Mais si on revient vraiment à la logique économique et aux propos de Robert Gagné dans nos articles, c'est que aujourd'hui, on n'a plus besoin de soutenir la création d'emplois. On est en pénurie de main-d'œuvre. OK? Donc, il faut que nos politiques soient orientées vers des incitatifs à l'investissement, vers des facteurs qui vont faire en sorte que les entreprises vont améliorer leur productivité. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Bleuet Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies. Il y a un élément que tu as mentionné que je trouve super intéressant et j'aimerais ça que tu me l'expliques un peu plus davantage. La concurrence qui est identifiée comme un moteur clé de productivité. Pourquoi? La concurrence, une concurrence pure, là, c'est-à-dire si on le prend là, théoriquement une concurrence pure, ferait en sorte que les entreprises plus performantes vont gagner. Donc, elles vont produire des biens et services à un meilleur prix et elles vont faire ultimement disparaître celles qui sont moins. Parce qu'ils sont poussés, dans le fond, c'est la survie qui est entrée en ligne de compte, là. Et mais là, on place ça dans le contexte canadien-québécois. L'économie canadienne a toutes sortes de mesures qui font en sorte qu'on protège des secteurs, on met des barrières à l'entrée, on a des barrières même interprovinciales pour le commerce. Il y a beaucoup d'éléments, et c'est pour ça que dans un des indices de l'OCDE, c'est un indice qui mesure le caractère restrictif de la réglementation dans un pays par rapport aux bonnes pratiques. Donc, on peut en discuter, mais bon, ça a la vertu au moins d'avoir une mesure objective entre des pays. Et le Canada est dans les 5 derniers de cet indice-là. Mais ça veut pas dire que on est surréglementé. Ça veut dire qu'il y a des réglementations en place qui empêchent, ou du moins qui font obstacle au commerce et éventuellement à une économie plus performante.
Mais il y a des raisons à ça. On a un voisin du Sud extrêmement puissant. On a protégé certains secteurs, comme les télécommunications, par exemple. On a la gestion de l'offre en agriculture. Il y a différentes choses comme ça qui, historiquement, ont une explication. Mais par contre, ça a des effets. Ça réduit la concurrence. Et notamment, des barrières à l'entrée pour des joueurs de l'extérieur fait en sorte que il y a moins d'entreprises peut-être de l'extérieur qui peuvent venir dans certains secteurs. Des entreprises sont peut-être plus performantes et qui amèneraient peut-être des technologies qu'ultimement on pourrait adopter chez nous. C'est une espèce de spillover effect qu'ils appellent en économie du fait que des joueurs arrivent avec des compétiteurs. Dans le fond, tu vois ton compétiteur, ou tout simplement, tu es allé dans une entreprise qui, elle, avait tel outil, tu l'amènes dans ta prochaine job. Il y a cet aspect-là de niveler par le haut. Les économistes sont capables de mesurer ces effets-là et de dire que oui, il y a effectivement un effet si on ouvre la concurrence extérieure, quand des entreprises arrivent comme ça a un effet de ce côté-là également. Donc, le lien entre l'aspect concurrentiel de l'économie et son niveau de productivité, c'est pas une corrélation parfaite, mais il y a un effet. Donc, il y a là des sources de compréhension du niveau de productivité canadien par rapport à d'autres pays. Je vois déjà la twittosphère ou le X-sphère déjà s'enflammer en disant que le Canada aurait besoin d'un Elon Musk comme Chief Efficiency Officer. Non, je fais des blagues. Ce sera un autre débat, ma foi. Tu l'as parlé, l'arrivée des technologies comme étant peut-être une façon de venir contrebalancer ou un vent de fraîcheur par rapport à la productivité. Dans le fond, il y a des exemples dans la revue qui sont mentionnés, 10 exemples où est-ce que l'intelligence artificielle mis concrètement dans des projets d'entreprise a fait une énorme différence. Puis honnêtement, moi j'étais agréablement surpris. C'était des projets dans des entreprises que j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais pas vu vraiment l'implantation directement. Puis j'aimerais ça t'entendre justement parce que j'imagine que tu as pu interagir avec certains d'entre eux pour que quand vous avez reçu la liste. C'est une liste de Invest AI dans le fond, où est-ce que ils ont vraiment des entreprises qui ont amélioré leur productivité et leur compétitivité. Par exemple, le recrutement amélioré par l'intelligence artificielle. C'était Emploi Compétences qui ça a coûté même pas 200 000 $ et c'est l'extraction de compétences dans les CV contenues dans des bases de données pour ordonnancer les candidats grâce à l'IA. Donc, on vient, au lieu de filtrer PDF par PDF, on dit, cherche-moi les mots-clés, je veux avoir mes top candidats, voici le job posting. Je veux dire, je veux ça demain matin, là, comme where do I sign, comme on dit en bon français. C'est quand même très cool. Non, en effet, effectivement, là, dans l'un des articles qui porte sur l'intelligence artificielle et bon, est-ce quel apport ça peut avoir sur la productivité globale, la productivité des entreprises. Et tu sais, si on le prend plus largement sur la technologie elle-même, on sait, et c'est Jacques Roy ou Pierre-Carl Michaud l'amène aussi dans nos articles, au Canada, au Québec, on est lent dans l'adoption des nouvelles technologies de manière générale. On est comme pissou, hein? On veut pas se faire pogner, on a peur de se faire peut-être arnaquer, de dire tu prouver, est-ce que les autres, vas-tu me faire taper ses doigts si je prends trop d'avance? T'en penses quoi? Je sais, là, je pourrais pas dire le pourquoi, mais il faut y voir un lien direct avec l'investissement. On investit moins dans nos entreprises au Québec, au Canada. On l'a mentionné tout à l'heure. L'investissement, il sert à quoi, l'investissement en capital? Il sert à investir dans des actifs qui vont devenir productifs pour l'entreprise. Donc, des technologies, des nouvelles technologies, des procédés industriels, etc. Donc, notre rapport à l'investissement est fortement lié à notre aptitude à vouloir aller chercher des nouvelles technologies, à notre niveau d'investissement en recherche et développement. Je t'écoute parler. C'est comme si on n'avait pas le couteau entre les dents ou le goût du sang au même titre que nos voisins du Sud. Certains économistes, ils soulèvent quand même le fait que ça dénote aussi, il y a un rapport au risque qui est différent.
C'est-à-dire, quand on est dans une économie où on est plus protégé, entre guillemets, puis là, faut le prendre avec des guillemets, là, c'est dépendamment des secteurs, etc., mais on met il y a certaines barrières. Une économie où l'on soutient beaucoup l'entreprise par de la subvention, etc. Donc, le besoin d'être productif, où on peut avoir accès à de la main-d'œuvre aussi, c'est la question de la main-d'œuvre à meilleur marché. On en a beaucoup entendu parler dans les médias sur la question de l'immigration temporaire. On va chercher une main-d'œuvre moins chère pour faire la même chose. On ne va pas augmenter on va pas travailler sur les procédés. Il faut faire vraiment attention quand on parle de ça parce que c'est les personnes qui viennent travailler ici, il faut bien les accueillir. Eux, Non, mais on comprend le message on a le réflexe de rester dans nos pantoufles plutôt que de penser outside of the box, comme on dit. Puis moi, un des éléments qui m'a marqué, puis ça, c'est commentaire purement éditorial, dans les 10 exemples de Invest AI, je veux dire, on a des cascades, il y a un CanExplore, il y a Metro, mais on a aussi Patate Dolbec. Oui. Il y a Felix and Paul Studio qu'on connaît bien, qui sont allés dans l'espace pour faire un film avec la NASA. Mais on a l'Ordre des infirmières du Québec qui ont fait des projets. Donc, c'est vraiment à la fois du paragouvernemental, on a de l'entreprise vraiment de la côte nord du Québec. Puis, il y a des joueurs là-dedans où est-ce que je suis comme, mais, tu sais, où est Lightspeed? Où est, ultimement, tu sais, Desjardins dans les plus grandes entreprises du Québec? J'ai l'impression qu'ils ne lead pas par l'exemple en termes de projets de productivité. On n'entend pas assez parler de leaders, j'appelle ça des entreprises ancres, des anchor companies, qui viennent vraiment montrer le chemin pour que les autres suivent. Pour qu'un Patate Dolbec soit un des meilleurs exemples d'amélioration de la productivité par l'AI, je veux dire, il y en a d'autres qui n'ont pas fait leur job avant. Et c'était mon commentaire éditorial dérangeant de la journée. Oui, ben, il faut dire, les exemples que nous, on a pris, je ne sais pas si c'est les meilleurs exemples d'amélioration de la productivité par l'IA au Québec, mais c'est de l'information à laquelle on avait accès, de projets qui ont été présentés dans le cadre d'un programme InvestAI pour mobiliser l'intelligence artificielle et à des fins d'amélioration de la productivité, de la performance d'entreprise. Effectivement, ce ne sont pas toutes des entreprises qui ont un produit technologique. Patate Dolbec, mais on pense à la Tourbière, c'est Tourbière Ouellet et Fils. Ils auraient pu utiliser une autre technologie, mais là, dans ce cas-ci, il y avait une dimension d'intelligence artificielle pour aller chercher des gains d'efficience qui ont un effet économique très significatif à terme pour mieux gérer les rejets dans le cadre de leurs procédés de production. Donc, il y a ces exemples-là. Effectivement, après ça, qu'est-ce que font des grandes entreprises, comme tu dis, qui devraient montrer la voie, Desjardins, Banque nationale? J'en ai aucune idée. Tu devrais leur demander, puis les recevoir chez les dérangeants. Ça peut être une façon de le savoir. Un prochain article de la chose. Mais je comprends que c'est pas, dans le fond, ça n'a pas été une revue exhaustive nécessairement. C'était vraiment dans le cadre de Invest AI. Ceci dit, c'est pas des petites enveloppes. Tu sais, on parle de Patate Dolbec, c'est 1 million, la Tourbière, 423 000. Donc, probablement que les gros joueurs ont fait des projets d'adoption de l'AI, mais ce que je reproche, c'est qu'on n'entend pas assez parler. Un autre élément dans la revue, l'édition... Mais si je peux me permettre, Étienne, juste là-dessus, excuse-moi, mais pour revenir sur les exemples qu'on a montrés, en fait, c'est important de parler de ces petites entreprises-là parce que le tissu économique du Québec puis du Canada, c'est une économie de PME. C'est des petites et moyennes entreprises. Complètement. Et dans les facteurs de productivité globale, l'une des prises qu'on a au Canada, au Québec, c'est le fait qu'on a une économie de petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que, en moyenne, de manière générale, les petites et moyennes entreprises font moins d'économies d'échelle que des économies où il y a des plus grandes entreprises. Par exemple, aux États-Unis, où 50% et plus des entreprises sont des grandes entreprises, alors que ce n'est pas le cas ici au Canada, au Québec. Et là, il y a comme un facteur structurel de notre économie qui fait en sorte que, en termes de comment on mesure la productivité, il y a là un effet. Donc,
pour revenir à l'importance de ces investissements-là ou de ces projets-là, on peut dire que c'est pas des petits projets pour ces entreprises-là. Là. Ils ont peut-être des chiffres d'affaires de 10, 15, 30 millions ou moins. Ouais, quand tu mets un demi-million sur un projet, c'est structurant, s'il vous plaît, pour ton entreprise. On est d'accord. Mais donc, il y a des gains là à faire qui sont des plus petits gains, mais dans la structure de notre économie, puis la composition, on va dire, d'entreprises qui sont des petites, moyennes entreprises, c'est important. Donc, ça, c'est un facteur structurel qui aussi qui est propre qui est propre à l'économie canadienne par rapport aux États-Unis notamment. Mais il y a aussi un autre facteur structurel qu'on n'a peut-être pas mentionné, mais c'est juste la géographie, le territoire et sa densité fait aussi en sorte que il y a là des coûts de transport, il y a de la distance. On sait que les régions urbaines plus densément peuplées en moyenne, connaissent une croissance économique plus importante. Donc, là aussi, c'est quand on revient à qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Canada, par rapport à d'autres, on est moins productif. Il y a aussi d'autres éléments qui sont plus structurels comme ceux-là, qui sont importants à garder en tête, puis on les mentionne, on le mentionne dans nos articles. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. Ben, ce que tu dis est un très bon point, puis ce qu'on parle souvent qui est l'axe Québec-Windsor, où est-ce que je pense que c'est 70% du PIB qui se passe dans cet axe-là, qu'on appelle le Golden Horseshoe en bon français. La productivité est sûrement différente dans cet axe-là que quand on prend l'axe coast-to-coast d'un océan à l'autre et que finalement, donc il y a la médiane et la moyenne qu'il faut probablement analyser. J'ai beaucoup aimé dans l'édition du 6 décembre que vous avez abordé la question du transhumanisme. Et là, le terme fait peur, mais en fait, est-ce que la productivité passerait par améliorer la condition, l'humain carrément, de travailler? C'est comme si on avait un logiciel de 2024-2025 bâti sur une machine qui date de 25 000 ans. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire? Est-ce que l'humain peut devenir plus productif et plus performant? Pourquoi avoir décidé d'aborder cet angle-là, de travailler sur l'humain et, dans le fond, la question du transhumanisme? Bonne question, Étienne. Nicolas Ledevedec, qui est professeur au département d'innovation, d'entrepreneuriat d'innovation à HEC Montréal, c'est un spécialiste de ce mouvement-là. Le mouvement transhumaniste, au fond, il milite pour pour le fait de repousser les limites de repousser, voilà, peu importe les capacités. Repousser les limites biologiques de l'être humain. Et donc, ça peut prendre différentes formes, hein, jusqu'à aller, on pense aux cyborgs ou à des trucs un peu de science-fiction, là, mais on peut simplement parler de consommation de psychostimulants. J'étais dans une formation en biomédical, donc voilà, toutes sortes de substances chimiques qu'on peut consommer pour augmenter nos performances cognitives. Ça date pas d'hier, dans les universités, je veux dire, c'est du café à des substances plus importantes. Oui, il y a ça peut aller plus loin. En fait, qui se pose la question, pourquoi est-ce que on prendrait pas tous du Ritalin dans la vie? T'sais, s'il n'y a pas d'effet secondaire, puis on est juste plus concentré et plus intelligent, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas la population entière sur des psychostimulants, comme on dit? Puis la réalité, en fait, c'est quand on creuse ce mouvement-là de biohacking, à un certain sens, c'est qu'on se rend compte que c'est pas tout blanc. C'est quand tu prends du Ritalin et que tu n'en as pas besoin, tu fais plus de burn-out. Tu n'écoutes plus tes limites, ton corps te parle, mais en fait, tu es gelé. Donc, tu continues de travailler, tu continues d'être concentré. Et il y a plein de pitfalls que si on pourrait vraiment creuser dans ce mouvement-là. Puis je pense que c'est ce que Nicolas Ledevedec fait un peu une critique de dire « Wow, minute, la productivité ne passe pas nécessairement par travailler sur le corps humain. » Ouais, puis je dirais que, tu sais, l'idée derrière ce que soutient Nicolas Ledevedec, c'est l'idée selon laquelle le modèle productiviste économique qu'on connaît actuellement est en cause, est le problème. Et de penser qu'il faille améliorer la performance des individus pour être plus productifs
est en soi questionnable. Donc, tu sais, là, il y a un argument limite moral sur est-ce que c'est bien ou pas de se dire, indépendamment des conséquences sur la santé ou etc., là, qui sont extrêmement importants, mais si on prend l'argument moral derrière ça, c'est est-ce que c'est une bonne chose finalement? Le problème, si tu me poses la question, en fait, je vais rebondir là-dessus, c'est que probablement que la réponse c'est non, mais qu'il y a des gens qui vont le faire pareil. Oui, bien c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et la technologie qui se développe amène une capacité à repousser ces limites-là. Et ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est si on revient plusieurs 10, 15, 20 ans en arrière, les premières questions en bioéthique, c'est la première fois on s'est posé ces questions-là sur on est capable de faire certaines choses comme cloner, est-ce que c'est bien? Et le parallèle est là aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose que de penser qu'il faille augmenter la performance des individus par la consommation de substances ou par des modifications éventuellement cognitives, etc. Et là, ici, cet article-là a pour but dans le dossier qui arrive un peu champ gauche par rapport au reste du dossier, puis c'est voulu, pour amener un questionnement sur cette recherche de performance ou de productivité, aussi et la pression qu'on se met aussi individuellement dans cette quête-là. La productivité, c'est pas mal en soi, on en parlait depuis tantôt, il faut rendre plus efficient, efficace ce qu'on fait. C'est important pour la croissance économique, c'est important pour notre niveau de vie. Mais attention, jusqu'à quel point on veut aller améliorer la performance de tout, y compris l'être humain. Et là, ça pose quand même des questions éthiques fondamentales. Et donc, c'est ce que soulève Nicolas Ledevedec dans cet article-là. Ben, c'est super intéressant. Puis, tu sais, je pense que ça met quand même la table sur se poser la question comme entrepreneur, comme gens d'affaires, tu sais, par où passent les leviers de productivité dans mon entreprise ou dans mon travail? Vieillissement de la population, donc automatiquement, oui, plus d'expérience, mais peut-être moins de gaz dans canis. Je veux pas faire de l'âgisme ou quoi que ce soit, mais c'est le cas quand on arrive en fin de carrière, on a peut-être moins d'heures à donner. Et donc, comment s'assurer de rester compétitif, concurrentiel, sinon on va se faire avaler tout rond. Écoute, très intéressant. Merci beaucoup, Éloi Lafontaine-Beaumier, rédacteur en chef de la revue Gestion HEC. Si on veut se procurer cette dite revue, c'est quoi le meilleur moyen? Revuegestion.ca. On est également en kiosque pour ceux qui les fréquentent, dans quelques kiosques en vente pour ce qui est du magazine, mais revuegestion.ca, puis vous pouvez aller vous procurer l'abonnement. Puis en fait, prochaine édition, est-ce que tu es capable de nous donner un scoop? Quel va être le sujet? Pas encore, ça s'en vient. Donc, on va laisser nos auditeurs savoir dès qu'on a l'information, le scoop. Donc, n'hésitez pas à la maison à nous suivre. Allez vous abonner sur les chaînes Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. On est sur YouTube également, où est-ce que vous pouvez voir nos belles binettes en tournage et en live. On va mettre, dans le fond, le plus d'informations possible sur notre site web www.lesdérangeants.com. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!